Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne du 23 février. Alors pas d'Andrea aujourd'hui, on lui souhaite bon rétablissement, mais ça va être une très belle émission puisqu'au programme on va parler voyage. Et oui, la levée des mesures sanitaires, bien sûr, en Suisse a une incidence sur le tourisme. On va en parler avec Stéphane Jaillet, qui est vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et en sport, Flavie Capotti, bonjour. Salut. Alors vous allez nous parler de ce projet, de ce défi nautique dans le Léman, 150 km à la nage, ce sera tout à l'heure. Et puis en culture, on parlera d'une série télé qui est en train de se créer à Gland. Ça s'appelle Visual Project. Mais on commence avec le voyage. Stéphane Jaillet, la levée des mesures, qu'est-ce que ça change concrètement ici en Suisse pour le voyage ? Alors, ça change beaucoup pour la Suisse, pour les Suisses, parce qu'on a une meilleure visibilité. On peut enfin se projeter sur les vacances. Février, c'est une chose, puisqu'elles sont quasiment terminées. Avril, l'été, et voire plus loin. On a vraiment maintenant une prise de confiance, mais aussi de conscience par rapport à ces mesures, pour autant qu'elles tiennent, puisqu'on est toujours quand même sur une corde raide. On a beaucoup nagé, on a beaucoup brassé pendant cette période-là, mais enfin, on voit ce bout du tunnel, et pour nous, c'est très valorisant et sécurisant. Flavie, je sais que vous aimez voyager aussi. Oui, j'adore. Donc, bonne nouvelle, quoi. Oui, très bonne nouvelle. Stéphane, du coup, pour le tourisme suisse, alors, ça veut dire, effectivement, je le précise quand même, que depuis le 17 février, il n'est plus nécessaire de présenter un certificat Covid, ni de passer un test de dépistage ou remplir un certificat d'entrée pour atterrir aux aéroports ici en Suisse. Est-ce que le tourisme suisse redevient plus attractif ? Alors oui, naturellement, puisque la carte devient un peu plus sexy par rapport aux entrées en Suisse. Maintenant, nous, au niveau de la Fédération Suisse du Voyage, on essaie d'envoyer, de faire vivre des expériences, des émotions à l'étranger pour les Suisses. Donc c'est vrai qu'il y a quand même encore un delta entre les levées de mesures sur la Suisse pour la Suisse et puis ces levées pour certains pays européens ou dans le monde. Et c'est là où on pousse les gens à se renseigner auprès des agences de voyage pour aller chercher encore, puisqu'il y a encore des éléments qui ne sont pas encore très propres et très clairs. Mais il y a quand même pas mal de pays, à l'instar de la Suisse, qui ont également levé leurs mesures. On pense forcément à l'Angleterre ou au Danemark. Ça fait qu'il y a un regain aussi au niveau des réservations de vols, au niveau des voyages que les Suisses prévoient à l'étranger. Oui, automatiquement. On a vu le volume de 2021 était le volume aérien de 2006 ou 2007. Maintenant, on arrive à une offre de 70 à 80% pour 2022. On aimerait évidemment pousser les gens à utiliser ces prestations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre reste quand même pas mal réduite par rapport à 2019 et que la pression est là. Donc, on se retrouve dans une connotation d'offre et de demande avec des tarifs qui vont prendre un petit peu l'ascenseur. Donc, on ne peut que pousser les touristes suisses à prendre des décisions relativement rapidement. Ça se vérifie déjà aujourd'hui, les tarifs qui prennent l'ascenseur ? Oui, alors largement, on a eu un gros effet d'ascenseur avec les locations de voitures sur quasiment tout le bassin méditerranéen ou ailleurs. On a maintenant des compagnies aériennes, qu'elles soient low cost ou autres, qui remettent des vols, donc qui augmentent leur offre, mais les tarifs aussi en conséquence. Et depuis la levée de ces mesures, on a vraiment un effet qui pousse les tarifs vers le haut. Donc n'hésitez pas, prenez vite une décision, ou en tout cas appuyez-vous sur les agences pour vous donner une objectivité de la situation. Ouais. Pour parler aéroport, on a vu l'aéroport de Genève ce week-end, suite à la levée des mesures qui était bondé. Il y a un changement de comportement des gens et peut-être des Suisses. Alors, dans le côté aéroport, il y a évidemment tout ce trafic ethnique qui est là, et aussi avec les vacances scolaires, on va retrouver sa famille. Il y a beaucoup de pays qui étaient fermés, donc là, il y a un effet de masse, on va dire ça comme ça. Le comportement, oui, a changé. Les gens sont prêts, naturellement, puisque dans l'avion, dans les transports publics, on se doit d'avoir le masque. C'était une servitude, c'était une barrière pendant pas mal de temps. C'est vrai qu'avec ces 2 ans maintenant, les gens ont pris l'habitude, donc il y a un changement de comportement. Mais on sent, et c'est un effet qui vient d'Asie, ce voyage de revanche ou la revanche du voyage, comme on l'appelle, c'est vrai qu'il y a une réelle attente pour qu'on puisse remettre un peu les pieds dans les tongs et les tongs dans le sable. Est-ce qu'il y a une évolution aussi en termes de moyens de transport? Est-ce que le train est aujourd'hui un moyen de transport qui a évolué au vu de la situation sanitaire? Alors,
Outre la situation sanitaire, il y a aussi la situation climat, gestion de son empreinte carbone. Et là, beaucoup de sociétés, que ce soit évidemment les bateaux avec les navires de croisière, qui sont maintenant, ceux qui sont fabriqués sont gaz liquéfié. Il y a des essais avec Airbus pour des avions à hydrogène. Donc il y a une réelle prise de conscience. C'est plus une tendance, c'est une prise de conscience. Et la pandémie nous a aidés dans le secteur du voyage à justement proposer des offres qui vont dans ce sens-là, comme le train. Le gros trafic entre 4 et 5 heures sur l'Europe doit maintenant se faire de plus en plus en train. Flavie, je sais que vous étiez au début de l'année en Italie, il me semble. Vous avez de la famille là-bas, donc je pense que cette levée des mesures, c'est bien pour vous, pour aller voir la famille? Alors, j'ai pas spécialement de la famille, mais oui, c'est ma famille, mais du côté de mon papa. Et puis, on n'avait pas de restrictions, je crois, pour aller cet été, donc pour ça, c'est cool. Mais les autres voyages, je suis contente en tout cas de pouvoir... Des voyages de prévus justement? Alors, oui, en avril j'étais censée partir à New York, mais finalement on a changé de destination. On ne sait pas encore si on part en Grèce ou Égypte, on ne sait pas encore, mais c'est prévu. Ouais, et puis bon, il y a ce défi forcément dont on va en parler qui doit vous prendre pas mal de temps. Stéphane Jaillet, vous, une destination prévue pour cette année? Oui, prévu. Je pars en Sicile voir ma belle famille en avril, et puis ensuite je vais faire Grèce-Turquie. Mais il y a tellement de destinations. Alors le bassin méditerranéen est très porteur cette année, et puis l'Asie se ouvre un tout petit peu. Les Caraïbes aussi avec la République dominicaine, le Mexique, Costa Rica. Enfin, il y a plusieurs possibilités, et on se réjouit en tout cas de revivre des expériences, des émotions et d'aller retrouver les gens qu'on aime de l'autre côté de la planète. Merci en tout cas Stéphane Jaillet de nous avoir un petit peu éclairé sur les voyages aujourd'hui avec la levée de toutes ces restrictions. On va parler sport et on va parler natation et nage. Vous nagez dans le lac Léman, vous Stéphane Jaillet? Alors moi je nage au sein de mon entreprise pour survivre avec mes équipes. Mais c'est vrai que dans le lac Léman, je suis très admiratif et je me réjouis d'entendre le reportage. Mais non. Pas un grand nageur. Plus un pêcheur, mais un pêcheur sur bateau, donc, que d'aller nager dans le lac Léman. Mais bravo. Ouais. Bon, Flavie, vous nagez beaucoup et longtemps d'ailleurs. Vous aviez montré, vous avez fait un premier défi, c'était en 2019, 75 km de nage. C'était la traversée du lac Léman dans sa longueur. Et puis là, le défi que vous allez faire cet été, vous le doublez, 150 km. Vous allez faire l'aller-retour depuis le château de Chillon jusqu'à Genève, donc non-stop de la nage. Comment ça va déjà à quelques mois, parce que c'est en juillet ce défi, 28 au 30 juillet que vous allez faire ce défi à la nage. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bien. Après, c'est vrai que je commence un petit peu à avoir la pression, mais bon, c'est normal et il faut de ça aussi pour aller de l'avant. Physiquement bien, mais c'est vrai que ça commence à être long et je me réjouis d'arriver au terme. Ouais. Là, on voit les images donc prises sur vos réseaux sociaux, parce que vous alimentez vos réseaux sociaux au quotidien, vous montrez un petit peu ce que vous faites. Les préparatifs, d'ailleurs, qu'on se représente une journée type de Flavie Capozzi qui se prépare à nager 150 km, ça donne quoi? Alors de la piscine, on voit forcément. Oui, après j'ai 2 à 3 séances de muscu par semaine, tout dépend du volume. J'ai aussi des entraînements respiratoires, massage, physio, nutritionniste, donc c'est bien chargé, plus à côté aussi le travail, donc c'est des grosses journées. Effectivement. La nage en piscine, en ce moment, vous n'êtes pas encore allé au lac, là, pendant l'hiver, vous évitez? Non, justement, là, j'ai pas trop été parce que c'est vrai que je suis tombée malade tous les mois, là, depuis, je sais pas, 6 mois, là, je fais que tomber malade. Donc, si je peux éviter de retomber malade en allant au lac, non, je favorise la piscine. Ouais. Alors, c'est vrai, on va parler de toutes ces complications. C'est vrai, la dernière fois qu'on vous a reçu ici sur NRTV, c'était au mois de mai l'année passée. Il y a eu pas mal de choses qui ont changé et puis il y a eu pas mal de complications dans vos entraînements. Et notamment, vous venez de le dire, la maladie. Je crois que vous avez eu le Covid plusieurs fois. Et ça, forcément, on imagine que pour une sportive comme vous qui se prépare à un défi comme ça a été très très compliqué, non? Oui, alors surtout au niveau respiratoire, j'ai eu pas mal de séquelles. J'ai perdu un volume et puis du coup ça a été dur de me remettre dedans. Et puis après j'ai un peu tout enchaîné, grippe, gastro, sinusite, otite. J'ai eu un peu la totale, du coup c'était compliqué, surtout que j'avais des gros entraînements de prévus. Je sais pas si c'est aussi le stress des gros entraînements qui ont fait que je suis tombée malade parce que je tombais toujours une semaine avant. Donc, Et vous avez changé d'entraîneur aussi, il me semble. Hein? Oui.
C'est vrai qu'en cours de route, j'ai changé d'entraîneur. C'est vrai qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont compliqué. Moralement aussi, forcément, d'être tout le temps malade, j'avais pas la grande forme, donc c'était aussi compliqué. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait tenir? Parce qu'avec toutes ces complications que vous expliquez là, est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté de votre capacité à tenir cet engagement de ce projet en juillet? Non, jamais. Je pense que ça n'avait pas trop partie de mon caractère. Je pense que rien ne m'arrête, peu importe les épreuves, je me dis que j'en sors toujours grandi. Et puis au final, voilà, je suis tombée malade. Une semaine après, j'ai quand même tenu 12 heures avec des très bons résultats. Donc non, c'est pas dans mon optique d'annuler, de repousser, de quoi que ce soit. Donc, ouais. Comment on fait pour tenir, justement? Déjà, je pense qu'il y a le soutien des proches, que ce soit mon copain, ma famille, mon entraîneur, mes collègues de travail. Enfin, voilà. Je pense que c'est important d'avoir du soutien autour. Et puis après, le mental aussi, c'est important, voilà, comme j'ai toujours dit, d'avoir un bon mental. Il y a un coaching mental aussi, effectivement. Ouais. Oui, et puis... Alors moi, j'ai pas forcément de coach mental, mais c'est vrai que c'est important. Voilà, je me parle souvent à moi-même. Enfin, je me motive souvent, oui. Et puis voilà, de rien lâcher. Après, c'est aussi beaucoup de discussions avec l'équipe, les entraîneurs qui sont là aussi pour rebooster dans les moments où c'est un peu plus mou. Mais vous arrêtez pas alors, parce que il y a tous ces entraînements, il y a eu toutes ces complications, mais malgré tout, non seulement vous tenez votre objectif, et puis en plus vous avez au début d'année, lancé votre école de natation, c'est ça, qui a ouvert le jour de vos 24 ans. Oui, c'est un sacré projet, racontez-nous. Alors, du coup, ça faisait un moment que je voulais être à mon compte, et puis je me suis dit, allez, c'est le moment. Enfin, voilà, là, il fallait que je me lance. Surtout que je me suis dit, avec le projet de cet été, ça peut que être bénéfique pour moi. Mais c'est vrai que du coup, ça double le travail. C'est vrai que maintenant, j'ai quand même un statut de directrice et que je dois gérer quand même tout ce qui est administratif. J'ai aussi une employée. Enfin, voilà, donc c'est à la piscine de bassin, il me semble. Hein. C'est ça, oui. Donc il y a beaucoup. Mais voilà, moi j'adore quand j'ai une vie chargée et puis au moins je m'ennuie pas, les journées passent vite et puis c'est super. Ouais. Stéphane Jaillet, vous imaginez, vous, faire du sport comme ça au niveau tous les jours? Alors, vous avez le mental pas, c'est pour ça que j'admire. Mais j'ai fait mon brevet de plongée à l'époque, donc moi, au lieu de rester dessus, j'allais dessous. D'accord. Bravo. Ouais. Et ben voilà, donc du coup, vous n'irez pas nager en même temps que Flavie, mais vous irez peut-être la voir, donc, entre le 28 et le 30 juillet 2022 pour ces 150 km à la nage. Et puis on rappelle qu'on peut suivre aussi votre quotidien sur les réseaux sociaux pour la préparation de ce défi. Flavie, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis Stéphane, merci beaucoup aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis alors, on va passer à la culture. Peut-être que vous rêvez tous les deux de devenir la prochaine star d'une série télévisuelle à Gland. Alors il me semble que vous êtes un tout petit peu âgé. Je suis navré, hein, mais oui, c'est ça. Ce projet s'adresse vraiment aux jeunes entre 10 et 25 ans. Ça s'appelle Visual Project et ça offre la possibilité de se former à l'audiovisuel et de participer à toutes les étapes de réalisation d'une sitcom. Ça se passe à Gland. On regarde ce que ça donne tout de suite. Voilà ce que ça donne donc, ce Visual Project. Simon Rata, vous êtes le responsable artistique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Guilherme Pimentao, vous êtes co-scénariste et puis acteur de cette série. Bonjour. C'est ça, bonjour. Et Louane Boba, vous êtes actrice aussi de cette série Visual Project. Alors Simon, je commence quand même avec vous pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors, j'ai dit en introduction, c'est pour des jeunes âgés entre 10 et 25 ans, c'est ça, dans la région.
Alors, qu'est-ce que c'est Visual Project et puis qui peut s'inscrire? Alors, un peu tout le monde. Donc Visual Project, c'est un projet participatif. On accueille des jeunes, on peut accueillir aussi parfois quelques adultes. Et puis vraiment, l'objectif, c'est de créer une série sur la côte. Et puis de croire aux jeunes, de croire aux comédiens pour pouvoir présenter quelque chose. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait de la comédie avant? Ben non. On fait un casting, on a eu un casting, on a déjà accueilli une centaine de comédiens jusqu'à présent. Et puis on va choisir les meilleurs, mais on va en garder une grande partie. Un projet participatif où tout le monde va pouvoir un petit peu prendre une place dans ce projet. Ok, et parmi les participants, justement, Guilherme et Louane, ça se passe comment concrètement cette série? Comment vous avez eu vent de ce projet? Pourquoi vous vous êtes inscrite? J'étais avec mes amis justement à la pépinière à Gland. Et on vient vers moi et on me dit tu veux faire partie d'une série? Ok, bah. Ouais, pourquoi pas? J'ai dit oui, parce que c'est un chouette projet, ça met notre ville en valeur, quoi. Vous aviez imaginé, vous, jouer devant une caméra? Non, jamais. C'est vrai? Jamais. Ok. Et Guilherme, vous? Moi, je suis là depuis le début. C'est-à-dire que dès le moment où on a commencé à parler du projet, il y avait un petit groupe de jeunes qui étaient dessus. Et puis, voilà, on a entendu parler de ça. On était vraiment tous très motivés dès le départ. C'est un projet qui nous tient tous à cœur parce que ça permet de mettre en valeur notre ville, qu'on aime tant. On a grandi là-bas. Ouais. Et puis, c'est vraiment un projet génial. Et puis, ça permet de mettre la lumière sur plein de jeunes qui ont des talents à être découverts. À être devant et derrière la caméra. Concrètement, le travail, il se passe comment, Louane? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est une bonne question. Pour le moment, je ne suis pas au courant d'énormément de choses. On a fait les castings, ça s'est bien passé. Vous avez tourné le petit teaser qu'on a vu, et puis là, vous vous préparez à jouer. Et puis vous, Guilherme, vous écrivez, vous faites partie de ceux qui ont amené des idées d'écriture. Ouais, alors comme je vous ai dit au départ, on était 5 jeunes au départ à peu près, et puis on s'est amusé à écrire un scénario accompagné de Brice, qui est l'éducateur de rue, si je peux dire comme ça, qui mène un peu le projet à bien. Et puis voilà, on a écrit pas mal de scénarios, on est à 16 épisodes déjà écrits, donc ce qui est plutôt pas mal. Et puis on est prêt à tourner, quoi. Bon, Simon, c'est une sitcom, c'est-à-dire que ça doit être drôle? Oui. On c'est essaie. Une comédie, oui. On ne va pas vous en dire trop. Ouais. On espère par contre que vous nous accueillerez pour présenter cette bien série. Sûr. Mais comment ça se passe, vous, votre travail justement de responsable artistique de cette série? Comment vous encadrez justement les idées de jeunes comme Guilherme qui arrivent avec leur écriture et puis leurs idées? Pour moi, vraiment, déjà prendre leur idée, croire en eux, parce que souvent les personnes qui sont un peu timides, qui sont réservées, qui ont un manque de confiance en eux, ils n'osent pas forcément se présenter dans une série, et nous on y croit, on croit en eux, on a vraiment envie de croire en chacun, et on pense aussi que l'individualité c'est vraiment une richesse, que c'est par la différence qu'on peut développer quelque chose, un potentiel, et on croit vraiment en ça. Donc des nicheurs de talent aussi, c'est ça? Oui, des nicheurs de talent, parce que souvent, moi j'ai fait ma formation de théâtre, on n'a pas forcément cru en moi, et maintenant j'ai vraiment envie de croire aux autres, et pour moi c'est une touche, c'est ma touche, la touche humaine. Et une fois qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est percé, on voit une qualité chez quelqu'un, on peut y aller, on fonce. Et après c'est parti, travail artistique, on y va, on avance, et puis la série démarre, et puis du résultat. Ouais. Et les gens qui n'ont pas trop confiance en eux, ils voient un résultat et ils disent waouh, c'est beau, c'est bon. C'est moi, et je peux croire en moi. Et je trouve que dans les services sociaux de proximité, justement, c'est là où est né ce projet. Souvent, on fait des petites choses, on discute, on blablate, on fait plein de choses, c'est super intéressant, mais on ne va pas vraiment au fond de soi-même. Là, on va au fond de soi-même, on croit en eux, on développe la partie artistique, et puis c'est waouh, c'est juste magnifique. Donc, Louane, vous êtes d'accord avec ça? Croire en vous, c'est ça aussi qui vous a poussé à vous engager dans ce projet? Tout à fait, parce qu'au début, quand on nous a parlé du teaser, puis quand on a commencé à tourner, j'étais pas... Très à l'aise. J'étais pas à 100% sûre que ça allait bien donner, et puis j'ai vu la vidéo, et puis c'est incroyable ce que ça donne. Ouais, finalement vous êtes contente du résultat, quoi. Tout à fait. Donc envie de vous engager plus. Vous avez quel âge tous les deux d'ailleurs, on peut le dire? 16. 16 ans? Moi j'ai 18 ans. Et 18 ans, d'accord. Et les jeunes, ils sont âgés de quel âge à quel âge là, dans les castings que vous avez? Ça commence à 10 ans. Ouais. Ça se termine à 30, 32. Ah, quand même, donc un peu plus, voilà. Donc Flavie Capozzi, qui était tout à l'heure avec nous, elle peut venir tourner. Oui, alors on aura besoin, en fait, on va tourner dans la rue beaucoup.
aussi parce qu'on a vraiment envie qu'on parle de nous et puis on a envie d'y croire. Donc Brice Dehaut, qui est l'éducateur social de proximité qui a vraiment créé ce projet à la base, il a envie qu'on en parle. Et puis c'est vraiment un passionné, c'est quelqu'un qui est passionné par son métier. Et vraiment l'idée c'est qu'on fasse un gros truc et puis vraiment que ça fonctionne du tonnerre, quoi. Ouais. Guilherme, vous aviez déjà joué, vous, devant une caméra? Pas du tout, absolument pas, non. Donc c'est tout neuf. C'est ça. Vous vous réjouissez, j'imagine, de énormément. Ouais. On en est où dans l'étape de ce projet? Alors, j'ai compris, il y a eu le casting, il y a eu l'écriture, vous êtes à 16 épisodes écrits. Ouais. Les tournages, c'est pour quand? Alors, on ne peut pas vous en dire trop sur les tournages, mais je pense que ça ne va pas tarder. En tout cas, cette année, ça devrait être démarré. Je pense que ça va démarrer cette année. Bon, mais on peut dire un peu, elle va parler de quoi, cette série, quand même? Dites-nous un peu... C'est quoi l'histoire? C'est quoi le pitch, Simon? On va dire une vision de la société vue par les jeunes. Ça vous va? Ça me va. Voilà, on va dire une grosse, peut-être un grand virus. Ouais. Et puis les jeunes qui vont devoir prendre leur lait de tout ça. D'accord. Okay. Et ça plaît beaucoup aux jeunes qui ont envie de faire qui ont envie de participer dans une série. Ça leur plaît. C'est vraiment un projet qui leur tient à cœur. D'ailleurs, ils attendent vraiment qu'on leur donne réponse pour le casting. Ouais. Ils n'ont pas encore réponse. D'accord. Pas tous, donc, parce qu'il y en a à côté de moi qui ont eu leur réponse. Et puis, du coup, pour répondre à votre première question, on va aussi accueillir des adultes, parce que pour que ces adultes aient un petit problème au niveau d'un virus, eh bien, il va falloir qu'ils soient là aussi. Ah, bah oui. Donc, on va en prendre plein dans la rue. On va peut-être faire appel à des magasins. Enfin bref, on ne vous en dit pas plus, mais ça va être On peut encore s'inscrire? On peut encore s'inscrire. On peut encore recevoir. Vous allez sur vous me contactez directement. Ouais. Donc moi je suis prof de théâtre aux Arts en Scène à Lully. Et puis vous tapez Visual Project sur votre moteur de recherche, Visual Project Gland, je pense que vous tombez sur vous tomberez dessus. Bon. Pour préciser qu'on est soutenu par la ville de Gland et puis aussi par le canton. Donc c'est quand même un projet qui prend sa place. Voilà, effectivement. Voilà. Pour faire des rencontres aussi, j'imagine, entre jeunes. Bon, vous êtes habitués tous les deux à l'image en fait, parce que même si vous n'avez jamais joué à la comédie, j'imagine qu'avec votre Natel, vous filmez tous les jours sur les réseaux sociaux, non? Oui, c'est sûr. C'est sûr, oui. Bon, alors ça va, ça sera pas trop compliqué. Bon, on se réjouit en tout cas de voir l'avancée de ce projet Visual Project, donc cette série télé, cette sitcom soutenue par la ville de Gland et le canton. Merci Simon Atta d'avoir été avec nous. Merci. Guilherme Pimentao et Louane Boba, merci à tous les deux aussi. Merci. Et puis plein succès, on se réjouit de vous voir à l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette quotidienne. Je vous souhaite une belle suite de programmes sur NRTV. On se retrouve demain pour une spéciale festival Les Hivernales avec Andrea.